Petite vidéo qui n'intéresse sûrement que moi, mais ça me ferait plaisir de faire un peu l'inventaire de toutes les façons que j'ai trouvé de prendre des notes de façon plus ou moins efficace au fil des années. C'est des techniques que j'ai commencé à chercher depuis le lycée et ben, ça fait presque 10 ans maintenant que je me suis amélioré. Donc comme dit, c'est pas des trucs de ouf, c'est un peu général, à la fois sur papier et sur ordinateur, à adapter en fonction de vos besoins, mais je pense qu'il y a des bases intéressantes qui peuvent quand même encore servir. Pour commencer, je vous propose un système d'abréviation phonétique que j'utilisais quand j'étais au lycée. En fait, j'étais fasciné par ceux qui arrivaient à prendre des notes très rapidement. Ça s'appelle la sténographie et ça utilise tout un système de symboles qui représentent des sons et donc des abréviations. Mais le texte euh, crypté comme ça avec la sténographie, j'ai essayé de l'apprendre et c'est vrai que ça devient très vite assez dur à décrypter. C'est faisable, mais ça me prenait presque trop d'efforts après à revenir sur mes notes, à déchiffrer mes notes, c'était pas terrible. Donc je recommanderais quand même d'utiliser ce que je vais vous montrer avec parcimonie, principalement pour gagner du temps, mais évidemment, écrire en toutes lettres, c'est beaucoup plus agréable à relire et ça dépend vraiment de l'usage que vous voulez faire. Il me fallait un petit texte pour servir de support. Alors je vous propose ce petit poème de Charles Baudelaire. Et j'espère que ça va nous permettre de passer en revue tous les sons. Déjà, ça commence bien, on commence par un O. Donc on peut parler déjà de O, E, A, parce que c'est vrai qu'ils reviennent très très souvent. Pour le E, je propose qu'il n'y ait pas d'abréviation, parce que c'est super rapide à écrire un E. Donc je sais E. Si jamais vous avez besoin d'abréger un A, moi en fait c'est juste je laisse traîner. Par exemple, si je veux écrire at, enfin dans ma tête, je voulais dire atome. Mais déjà, si je vois ça, juste laisser un peu traîner le stylo avant de commencer un mot, c'est trop bien. Ça fait directement un A, ça vous évite tout ça là. Et c'est vrai que le A, ben, il y en a tout le temps partout. Le O aussi est trop long à faire le petit rond. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse traîner vers le bas. Et alors, ce qui est génial, c'est que en fonction de la lettre que vous faites, là, dans ma tête, j'avais atome en tête. Si je laisse traîner en bas comme ça, déjà là, vu la taille de la pointe, en fait, je sais déjà que c'est un T. Et il n'y a pas besoin de mettre la barre sur le T, tout simplement parce que ça prend trop de temps de revenir sur le mot et de mettre la petite barre. Donc là, ça, je sais que c'est un A. Et vu que là, j'ai laissé traîner la barre vers le bas, je sais que là, il y a un O. Donc ato. Et ensuite, j'aurais plus qu'à mettre le M. Là, pour le M et N, j'ai laissé. Juste, je fais pas. Je crois qu'il y en a qui font ça, mais je fais pas ça pour le N et ça pour le M. Ça, c'est prend trop de temps. Moi, ça c'est N, ça c'est M. Du coup, si jamais on a un mot qui commence par un O, comme c'est le cas dans notre poème, en fait, on commence en bas et on remonte. Donc là, c'est or. Donc le R, il change pas. Euh, or, lo, je. Il n'y a pas besoin de mettre le E normalement. Si vous voulez, vous pouvez le mettre. Mais voilà, horloge, ça se lit très bien. On voit bien que le O, il est au début du R, donc il est avant, or. Et là, si jamais c'était all, ça aurait fait plutôt un truc comme ça. Ah, pardon. Un truc comme ça. Alors que là, comme je laisse traîner après le L, je vois que c'est bien all, pardon, l'O. Et le G, pas d'abréviation particulière. Donc, ce qu'on peut dire déjà sur mon système, c'est qu'il est assez permissif, c'est-à-dire si jamais vous avez le temps d'écrire le mot, vous pouvez, si jamais vous voulez rajouter toutes les lettres, vous pouvez. Si jamais vous voulez mettre la petite barre sur le T, pareil aussi les points sur les I, on oublie, ça sert à rien. Vous pouvez. Et là encore, ça va, on a commencé avec un truc presque anecdotique. Est-ce qu'on gagne vraiment du temps en n'écrivant pas les A et les O? Pas vraiment. Par contre, sur les voyelles nasalisées, ça s'appelle. Donc tout ce qui est
en, on, un. Là, déjà, on peut gagner pas mal de temps parce que c'est des sons qui prennent deux lettres. Donc, en plus, on peut les écrire de plein de façons. Genre fin, A-I-N, I-N. Le pire, ouais, c'est les sons qui prennent trois lettres. Ça prend trop de temps pour ce que c'est. On peut aller beaucoup plus vite. Donc, je vous propose un système plutôt simple. Déjà, c'est les en et on. En, ce sera symbolisé par une sorte de petite coupe vers le haut et on une coupe vers le bas. Sachant que, bah, en fonction du contexte, pareil, vous pouvez la placer un peu comme vous voulez. L'idée du haut, là, qu'on place un peu où on veut par rapport à la lettre qu'on fait, c'est la même intuition dans le en et le on. Le un par contre, j'ai pas trouvé. Ah oui, il y a aussi ou. Un et ou, pareil, qui fonctionnent un peu ensemble. Un, c'est petit trait plutôt en haut du mot et ou en bas du mot. Donc on verra tout ça, je pense, au fur et à mesure. On aurait aussi pu dire, je vois que là, bientôt dans le poème, on a E qui apparaît dans Dieu. Mais là, je trouve que c'est assez rapide à faire. Pareil, wa, oula, je le fais très mal, j'arrive plus à écrire. Wa comme ça, c'est très rapide à faire. Ignorez ça, hein. Donc E, wa, c'est très rapide, pas besoin. Ou et un, c'est quand même pratique quand même de les avoir. Alors j'ai avancé un peu, je vous ai copié le premier vers du poème. Donc horloge, enfin horloge pardon, je pense déjà à la lecture de poésie. Horloge, on a vu ensemble. Dieu, rien de particulier à part qu'on met pas le petit point sur le i. Sinistre, pareil, pas de barre sur le T, pas de E, enfin. Après, ça dépend, comme dit, si vous voulez rajouter les petites virgules, les petites majuscules. Vous pouvez, évidemment. Et ensuite, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est le et le est. Parce que j'ai rajouté aussi ça dans mon système, c'est-à-dire si jamais vous avez besoin au bout d'un moment sur une partie du mot de faire un et, moi je n'hésite pas à faire un grand trait comme ça pour dire et le est dans l'autre sens. Donc, frais, par exemple là, le deuxième et, je l'ai fait à la fin du R. J'aurais pu aussi le faire même sur le R, hein, ça se lit très bien. Le en du effrayant, je l'ai mis à la fin du Y. Euh, je suppose qu'on aurait pu même faire I en comme ça. Ian, à la limite, pour lever une ambiguïté, mettre un petit point sur le I. Après, c'est une histoire de compromis et de relecture. Moi, je sais que là, en mettant le Y et le en, ça, je le lis très bien et c'est assez facile à écrire. Donc, ça m'allait bien sur le coup. Impassible, donc comme dit, le un qui est au-dessus du mot. Si c'était en dessous du mot, ce serait un ou. Par exemple, là, si j'avais mis une barre en dessous le P, ça aurait fait pou ou oup. C'est vrai que là, je l'ai vraiment décalé par rapport au P. Si ça avait été, par exemple, pain, j'aurais mis plutôt la barre sur le P. Là, vraiment, pour signifier que c'était avant, je l'ai mis un peu avant. Bon, ça, après, ça va venir avec l'habitude. Comme dit, là, j'ai juste laissé traîner le stylo pour faire le A et Ible. Ça me fait penser tout de suite à un autre hiatus qui est très facile du coup à faire. C'est quand vous mettez la barre au-dessus et en dessous à la fois. Bah, en fait, ça fait ouin. Et par exemple, ce mot, bah, c'est tout simplement le point. Si je fais ça, c'est le foin. Si je fais ça, c'est la fin. Euh, si je fais ça, c'est mou. Si je fais ça, par exemple, c'est oup. Si je fais donc ça, on a vu, c'est pain. Alors, attention, hein, il faut pas faire ça, il faut faire ça. Si vous faites ça, pour moi, c'est pan. Et si vous faites ça, c'est pont. D'ailleurs, le pan, en fait, on peut le faire comme ça, on peut le faire comme ça. Pan, ça marche aussi très bien. On avance avec notre poème, avec un mot qui revient souvent, et ça me permet
de vous montrer une utilisation du on, parce que le on l'utilise aussi très souvent en fin de mot, et pareil, je m'embête même pas forcément à faire un... Je vous avais dit qu'en théorie, c'était vraiment un pont, mais en fait, je le fais jamais quasiment dans ce sens-là. Généralement, juste, je finis le mot, donc là, j'étais sur un D, et en fait, juste, je vais faire une petite houppette comme ça vers, qui revient. Donc c'est comme si je le dessinais comme ça, mais même si le pont n'est pas parfait, en fait, ça, je le comprends très bien. Donc là, c'est don, mais ce qu'on voit très souvent, c'est par exemple expression, donc tout ce qui finit par T-I-O-N, en fait, ça devient ceci. Par exemple, un mont, donc le pont, son, enfin, c'est assez simple et ça fait gagner beaucoup de temps, je trouve. On peut continuer notre poème. On voit le que j'ai pas touché parce que en fait c'est très rapide à écrire. Donc en fait ce qui est déjà rapide, j'essaie de pas trop toucher. Comme ça facilite la lecture. Doigt, donc on en a déjà vu le hiatus oie que je touche pas parce que c'est rapide. Nous par contre on économise trois lettres en mettant le petit ou en dessous le n. Menace, donc on a le n, le petit A, j'aurais pu mettre le E à la fin de menace, mais bon. Le E, pareil, que j'essaie de pas trop toucher. Même très souvent, si je réfléchis pendant que j'écris, je mets quand même la petite barre du T. Donc, et le, c'est l'exemple typique de mots qui n'ont pas besoin d'abréviation en fait, parce qu'ils sont très bien. Pas grand-chose à rajouter sur la suite. Donc, souviens, on voit qu'on gagne évidemment beaucoup de temps quand même, le ou, le un, donc sous, vie, un. Toi, c'est bon. Le en dans un mot. Donc là, tout simplement, le petit u, enfin le point inversé, là, il s'est retrouvé à l'intérieur d'un mot, mais c'est assez compréhensible. On voit qu'il y a un truc bizarre, donc que ça fait partie de mon système perso, et du coup, on comprend. Douleur, on a le ou dans, qui revient très souvent, et c'est vrai que ça fait gagner pas mal de temps. Alors là, c'est ton. J'avoue que pour lever un chouïa l'ambiguïté, on peut mettre au début une petite barre sur le T, ça mange pas de pain. Cœur, je l'ai écrit en toutes lettres, c'était assez rapide. Plein, donc le 1 au-dessus du PL. Là, c'est D, froid, donc plutôt rapide. Ce que j'ai écrit normalement, planteron. Là, pareil, j'ai rajouté un E pour, je sais pas, ça me semblait plus naturel. Bientôt, donc là j'ai mis la petite barre sur le T pour lever une potentielle ambiguïté, enfin faciliter la relecture. Comme, ça c'est un mot qui revient très souvent, donc moi j'ai pris l'habitude de l'écrire comme ça. Donc le O que je mets au début du M, parce qu'en fait c'est plus simple que de faire ça par exemple. Là, là j'aurais perdu du temps, alors que mettre les O au début de lettres comme le L ou toutes les lettres qui commencent par une levée de quelque chose, c'est quand même plus pratique. Donc là, moi, j'ai mis au début du M, et donc ça devient comme dans une, que j'ai pas changé, et cible. Donc c'est plein de petites astuces comme ça. Je vais juste voir si il me manque des trucs dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'on n'a pas besoin de faire tout le poème non plus. Je pense que vous avez une assez bonne idée du système maintenant. Après, c'est à vous de voir si vous voulez changer des trucs, évidemment. Bon, j'ai juste avancé globalement sur la fin du poème et j'ai souligné quelques mots que je vous propose quand même de voir. Donc, on a d'abord homme avec le H. Au milieu du mot, j'ai abandonné donc le O. J'aurais pu aussi le mettre, comme on a vu, au début du M, ça marche aussi. Moi, j'ai pris l'habitude de mettre homme comme ça, donc je me comprends. Le pour, qui revient très souvent. Toutes, c'est vrai que je voulais faire une petite parenthèse sur le E. Moi, j'avoue qu'avec le temps, en fait, je fais plus très bien la boucle. Donc souvent, en fait, c'est encore une fois une question de jugeote. Et là, par exemple, on voit que sur autrefois, euh, le E, je l'avais pas bien fait, on aurait pu confondre avec un I. On voit que le E et le I, souvent, je les fais un peu pareil. Donc, pour faire la différence, parfois, je mets le point sur le I, et c'est ça la différence entre mon E et mon I.
Donc autrefois, là, c'était nécessaire de mettre le point. Quand parfois je suis de bonne humeur et que je forme bien mes E, parfois je le fais pas, enfin voilà. Autre chose que je voulais dire, c'est sur les mots un peu exotiques qui vont ressortir dans vos phrases. Là, par exemple, on a gang. Mais si je vous avais pas dit que c'était gang, vous l'auriez pas trouvé. Donc, n'hésitez pas sur des mots comme ça à repasser sur un système et à écrire en toutes lettres votre gang. Sinon, là, vous comprendrez pas. Un mot qui utilisait le est, on a vu le et dans quelques mots. Par exemple, saison ici. Extraire, donc, comme sur un E accent grave, je sais pas si vous avez capté, mais c'était ça la ref, hein, c'est le est comme ça et le et, mais je pense que vous avez capté. Là, on a quoi? On a l'or, je sais plus pourquoi je voulais parler de ça. Augmente, voilà, un bon exemple de mot qui va plus vite. Encore, qui revient souvent. Ah oui, là, on avait vieux, et ce que je voulais dire, c'est bah, qu'il n'y a pas de système d'abréviation, mais tout simplement parce que le I c'est rapide, le E c'est rapide, le U c'est assez rapide. Donc voilà, encore un exemple de compromis que j'ai trouvé. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour de toutes les techniques que j'utilise pour écrire un petit peu plus vite. C'est vrai que je l'utilise encore de temps en temps, mais plus des masses. En tout cas, ce qui a vraiment radicalement changé ma prise de notes, ça a été les mind maps que j'ai appris à faire quand j'étais plutôt à la fac cette fois-ci. Et alors j'appelle ça mind maps, c'est pas vraiment le terme, en tout cas c'est une note sous forme de petites bulles. Je vais essayer de vous montrer. Après là j'ai rien vraiment à prendre en note tout simplement, donc c'est un peu compliqué. Mais je parle pas de la technique vraiment de mind maps qui permet de faire des vraies cartes mentales d'un sujet, tout simplement parce que ça prend trop de temps. C'est comme ceux qui recopient leurs cours pour mémoriser. Je, je trouve que c'est une perte de temps. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux, beaucoup plus efficace pour mémoriser des choses euh, que de, que de faire un bel objet comme un beau classeur de tous ces cours qu'on a recopiés ou même une belle mind map. En vrai, je trouve que c'est beaucoup trop de temps pour ce que c'est. Bon, j'ai pas non plus envie d'être trop radical dans ce que je dis, parce que c'est vrai qu'une bonne fiche de révision, si c'est pour bachoter pour un examen, ne serait-ce que l'examen de fin d'année, et qu'après vous vous en fichez de retenir, ou juste que vous voulez comprendre rapidement un sujet, faire une mind map bien structurée, ou même juste des fiches recopiées de vos cours bien structurées, c'est vrai que bon, c'est pas trop mal. C'est pas ce que j'aime, mais je peux comprendre que ça peut être une bonne idée. Bon, en tout cas, ce que moi j'appelle la prise de notes par mind map, c'est beaucoup plus général et permissif que de faire un truc structuré qui tient sur une seule carte. Vraiment, moi, c'est comme ça juste que je prends mes notes. Donc l'idée, c'est qu'on va prioriser euh, les mots-clés d'une phrase et le lien entre les notions qui sont dites. Et on va pas s'embêter avec tous les petits mots d'articulation, tout ce qui est rédaction. Vraiment, on ne rédige pas, on essaye de comprendre. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le cerveau fonctionne, c'est par association d'idées. Et donc, si sur le papier, on retransmet bien le fil de, de, de ce qui est dit, ben, on s'en sort beaucoup mieux qu'avec un gros pavé de rédaction. Alors je me suis dit que ça pourrait être marrant de faire un thème vraiment l'horloge. Donc voici la page Wikipédia qui parle du poème qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on va prendre des notes sur cette page et je vais vous montrer comment j'aurais fait. Donc déjà, on va noter le titre et l'auteur. Ce sont nos deux premières notions qui ont un lien entre elles. Donc à chaque fois que j'ai une petite information importante, elle a sa petite bulle. Parfois juste, je m'embête pas avec les bulles. Parfois même, je fais une hiérarchie comme si j'étais sur l'ordinateur, donc avec des tabulations, tout ça. Mais on verra ça quand on parlera justement des prises de notes sur ordinateur. En tout cas, moi sur papier, vu que c'est assez rapide, j'aime bien faire des petites bulles. Et on voit déjà qu'on a nos deux idées, nos deux notions qui ont un lien. À partir de là, vous êtes totalement acteur de votre prise de notes. Ça doit aussi vous permettre de mieux comprendre
ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous êtes en train d'écouter si vous êtes en classe. C'est-à-dire que si vous savez de façon sûre et certaine que Charles Baudelaire, la case que vous avez faite, autant sur le papier finalement que dans votre tête, hein, que c'est l'auteur de l'horloge, que c'est ça leur lien, tout va bien. Si jamais vous avez besoin de vous en rappeler, vous pouvez par exemple faire une petite flèche qui part de Charles Baudelaire pour dire que c'est l'auteur. Vous pouvez ensuite élaborer là où vous voulez. Vous pouvez élaborer à partir de l'horloge, par exemple, expliquer dans quel recueil de poèmes il se trouve, en quelle année est-ce qu'il est paru. Vous pouvez ensuite repartir de Charles Baudelaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir une structure polyvalente et permissive sur laquelle on peut facilement faire des allers et retours sans s'embêter avec beaucoup de mots, beaucoup de phrases. Un petit exemple que je vous propose, donc comme je l'ai dit, on précise l'auteur, le recueil, Les Fleurs du Mal, deuxième édition. Là, je vois qu'il y a une petite histoire sur ah oui, sur la première édition, il y était pas, donc on peut par exemple élaborer un peu sur ça. Ensuite, si on veut parler un peu plus des Fleurs du Mal, on pourrait continuer ici. Mais si jamais on veut repartir, je sais pas moi, sur la structure du poème en lui-même, ben on fait un trait hein, et on trouve de la place disponible et on élabore où on veut. Ensuite, on peut repartir sur Charles Baudelaire. Donc, c'est vraiment top pour faire des allers-retours. Il fut un temps aussi où j'hésitais à mettre plutôt du texte aussi à l'extérieur des bulles. Euh, on peut aussi mettre des flèches. Alors en vrai, j'ai un peu simplifié tout ça. Vraiment, vous faites comme vous le sentez. La base de la base de cette prise de notes, c'est de faire des petites bulles avec des liens. Vous pouvez là, par exemple, mettre hauteur, on va dire, dans le vide, mettre des flèches comme ça. Euh, Moi, je le fais pas trop, mais pourquoi pas. Il nous reste une dernière chose à voir pour clôturer cette vidéo, et c'est la prise de notes sur ordinateur. Donc là, c'est le top du top. Si vous avez un ordinateur, vraiment tant mieux. Cela dit, je pense qu'il y a matière un peu à se perdre au niveau de tous les logiciels qui existent, toutes les façons de faire qui existent. Moi, je vais essayer de vous présenter quelque chose de très simple qui reproduit un peu la structure qu'on a vue sur papier. Donc pour vous dire à quel point on n'a pas besoin de choses compliquées, c'est qu'on pourrait vraiment utiliser l'éditeur de texte le plus basique de votre système d'exploitation. Ça marche sur tous les éditeurs de texte. Pour faciliter un tout petit peu les choses, je vais utiliser celui que j'utilise aussi pour coder, qui est Visual Studio. Mais ça pourrait aussi marcher par exemple sur Mac. TextEdit, ça marche. Parfois aussi sur Google Doc, j'utilise. Donc l'idée, c'est de reproduire une arborescence autant au niveau euh, du dossier. Donc là, j'ai le dossier dans lequel je travaille qui s'appelle prise de notes. Si jamais il y a des sous-parties importantes qui vont regrouper plusieurs fichiers, donc évidemment on fait des sous-dossiers. Et dans un fichier en lui-même, il a aussi finalement une arborescence. C'est-à-dire, si jamais je ne sais pas comment nommer un fichier, moi je l'appelle A, B, C, D. Là par exemple, je réfléchissais au plan de la vidéo. En tout cas, dans un fichier, on retrouve aussi une arborescence. Par exemple, ici, j'ai probablement commencé avec seulement une partie écrite et une partie pour parler des prises de notes sur ordinateur. Comme si j'avais finalement deux bulles sur papier. C'est mon premier niveau, c'est la racine du fichier. Et ensuite, sur ordinateur, ce qui est génial, c'est qu'on peut évidemment rajouter du texte de partout. Donc, j'ai voulu faire, on va dire, deux bulles qui partent de cette bulle d'écriture et le niveau d'indentation, c'est-à-dire le nombre de tabulations que je mets ici, ça signifie que, par exemple, mind map, c'est aussi lié à l'écriture. Là, si je veux rajouter quelque chose pour parler de, si par exemple je veux étoffer cette notion-là, je repars avec un nouveau niveau d'indentation
qui part de sténo. Et là, ce que j'écris ici, ça se rapporte à cette notion-là. Donc si vous avez bien compris, je vous le remets quand même, mais sur papier, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc pour résumer, une bonne façon de structurer sa prise de notes, c'est avec un niveau d'arborescence. Autant sur papier que sur ordinateur, ça va vous permettre de rajouter de l'information à tous les niveaux. À voir aussi également si vous voulez vraiment utiliser la structure pour représenter quelque chose comme le plan de la vidéo. Là, vraiment, le niveau d'indentation avait une signification. Si vous faites une prise de notes un peu plus linéaire, la structure n'a pas forcément d'importance. Là, on voit qu'en fait, à la racine de notre fichier, on a l'horloge qui élabore un petit peu. Puis Arthur Rimbaud, ça n'a pas vraiment de lien, un petit peu, hein. On aurait pu faire par exemple un lien entre Charles Baudelaire et Arthur Rimbaud. Bon, bref, je voulais dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une structure à ce niveau-là. Et aussi qu'on peut continuer une bulle sur une autre page, par exemple. Si vous êtes dans un cahier, moi, ce que je faisais, j'allais vers le bas et ensuite je reprenais ici si j'avais besoin de continuer. Enfin, une dernière remarque pour vos notes sur l'ordinateur, c'est plutôt un conseil, après vous faites comme vous voulez, mais je recommande de garder les fichiers assez simples, pas trop longs. C'est-à-dire que le seul niveau d'espace que j'autorise, en fait, c'est de sauter une ligne. Ne sautez jamais deux lignes, ça veut dire que vous avez besoin de changer de fichier. Et ça va permettre les fichiers de beaucoup mieux vous retrouver après dans vos notes. Par exemple ici, j'avais des prises de notes sur un sujet dont on parlera peut-être dans une autre vidéo d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit que c'est beaucoup plus pratique de retrouver une information sachant qu'on a plusieurs fichiers qui vont nous permettre de naviguer, et d'ailleurs plusieurs sous-dossiers qui vont nous permettre de naviguer dans l'arborescence. Et si on veut plus d'informations ensuite sur un sujet, on sait qu'on a juste à ouvrir le fichier et potentiellement après à aller déjà lire le premier niveau d'indentation, etc. Bon, je pense que vous avez quand même l'idée. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à l'adapter, à essayer. Puisqu'après tout, prendre des notes, c'est quand même une compétence assez essentielle et il faut que vous trouviez ce qui vous correspond le mieux. En tout cas, nous, on se retrouve très vite, je l'espère, dans une prochaine vidéo.